Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 6, Deux otages de Angèle l'Indien blanc de François Place. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie par avance. Alors on y va. Chapitre 6, Deux otages. Le commandant et le Bosco avaient tous les deux un fusil à la main et un pistolet à la ceinture. Les marins avaient empoigné qui un sabre, qui une hanche d'abordage. Corvadoro se munit de sa dague et chargea calmement ses deux pistolets du duel. Signoté de chauverie, sortit de sa housse une carabine de chasse délicatement ouvragée. J'avais quant à moi, en tout et pour tout, un petit couteau. Tout cela ne laissait pas trop présager un échange amical de courtoisie. Singulier endroit pour mourir, vraiment. Mais en existe-t-il qui soit fait pour ça? Claude Voiturin avait ouvert son carnet sur ses genoux. Il griffonnait en toute hâte fiévreusement. Lui avait sa réponse. Il dessinait. La pirogue de tête s'est encore approchée. Ils étaient assez près maintenant pour se laisser détailler, et le Bosco n'avait pas menti sur leur odeur, ni sur leur de bouche. L'un d'entre eux eut pris la parole. C'était un vieux borgne, grand corps voûté, cheveux blancs en bataille et barbe rare. Sa voix portait loin avec un son grave, rauque, caverneux, sortant du fin fond de la gorge. Une autre voix se poussait par-dessus, plus aiguë et tout aussi vindicative. On avait beau tourner la tête à droite et à gauche, on ne voyait pas d'où venait cette dernière. On finit par se rendre compte que les deux voix superposées appartenaient au vieillard, exactement comme si deux âmes cohabitaient dans le même corps, cherchaient à en sortir en se chamaillant. Cela, ajouté à la taie blanchâtre qui couvrait son œil gauche, ne fit qu'accentuer notre malaise. Le commandant tenta de l'interrompre, mais sa propre voix, prise dans le filet de la voix dédoublée du vieil homme, semblait impuissante à la surmonter. Le vieillard termina sa harangue par de grands gestes pour nous inviter à les suivre. Les pirogues étaient presque bord à bord. Les guerriers brandissaient leurs pagaies, ils nous les présentaient du côté large, opposé aux manches, ce qui en faisait de redoutables casse-têtes. Chaque fois que nous tentions de regarder ces êtres dans les yeux, leurs faces s'élargissaient de ces deux affreux sourires énigmatiques, un sourire dédoublé. Non, ce ne sont pas des hommes, murmura Cigognier de Chauvry. Ils nous conduirent à 2 heures de là jusqu'à une plage de galets qui abritait un campement de fortune, visiblement une simple halte faite de huttes grossièrement couvertes de plaques d'écorce. Devant quelques foyers éteints, témoignaient d'un passage récent. Ils étaient jonchés de débris de coquillages et d'eau noircie que s'arrachaient des chiens à l'échine courte et aux pattes légèrement palmées. Sautant à bas de leur pirogue, et sans même nous laisser le temps de débarquer, les sauvages se ruèrent en grappe sur notre chaloupe. Ils s'emparèrent des rames, des cordages, s'agrippèrent à nos bonnets, fouillèrent jusque dans nos poches. Un coup de tonnerre les arrêta tout net. Le nez en l'air, ils regardèrent incrédules se dissiper le nuage de poudre autour du fusil que le commandant pointait encore vers le ciel. Celui-ci s'en débarrassa vivement, prit le pistolet chargé dans sa ceinture, visa un des chiens sur la plage et fit feu une seconde fois. Étincelle du percuteur, longue flamme sortant du canon, détonation assourdissante, fumée de poudre noire, les gémissements plaintifs du chien qui agonise à 20 pas de là, puis le silence, la stupéfaction. Le vieux borgne se ressaisit le premier. Il s'agenouilla près du chien, renifla la poudre à grands traits, plongea un doigt soupçonneux dans la plaie et le retira couvert de sang. « Regardez-moi ce pouilleux qui se prend pour saint Thomas, grinça le commandant. Le vieux ordonna à ses guerriers de nous rendre les objets volés, puis il nous invita à débarquer. La tension était encore vive. Il fallut bien se résoudre à quelques échanges. Commença alors une sorte de commerce maladroit, ponctué de disputes et de bouderies grotesques. Collier d'eau contre perles de verre, manteau de plumes contre couverture, ce troc ne plaisait qu'à moitié au commandant. Les boutons de cuivre doré de son habit
attirait particulièrement le vieux borgne, qui en approcha plusieurs fois sa main crochue. À la dernière tentative, le commandant effleura la crosse de son pistolet, ce qui fut suffisant pour dissuader l'autre de continuer. Et pendant ce temps, quelques sauvages avaient rallumé un feu pour y faire cuire un animal de forme indéfinissable. Nous dûmes partager avec eux cette viande à peine cuite et propre à retourner l'estomac le plus endurci. Le vieux borgne en offrit une grosse part au commandant, qui se contenta de la mâchonner d'un air dégoûté. Je l'entendis pester dans sa barbe contre les savants, la terre australe et ces maudits sauvages. Il se leva fort mécontent et nous donna l'ordre de regagner la chaloupe. Le mouvement entraîna une grande confusion, les sauvages refluèrent et se regroupèrent le long du rivage pour nous barrer le passage, et dans la bousculade et les échanges de coups qui suivirent, je me retrouvai isolé avec Corvadoro, le savant bancal. Une masse de sauvages nous séparait du reste de nos compagnons. Une nouvelle fois, le vieux borgne et le commandant se firent face. Situation bloquée. Bataille impossible. Je ne sais si les sauvages étaient des êtres humains, des singes ou des spectres, mais il est clair qu'ils avaient l'avantage du nombre, et qu'il en était parfaitement conscient. Le vieux borgne fit comprendre avec quantité de gestes qu'il pouvait laisser repartir la chaloupe, mais que 2 hommes devaient rester. Autrement dit, il nous gardait, ce Corvadoro et moi, en otage. Ce dernier eut une drôle de réaction. Il me demanda de plier le dos. Je sentis qu'il plaquait entre mes omoplates un morceau de papier pour y chiffonner un mot. Je découvris à cette occasion l'un des nombreux usages qu'il peut être fait d'un Indien, car je n'avais encore, jusque-là, jamais servi de table ou d'écritoire. Il me donna une petite tape sur l'épaule pour me faire redresser, replia le papier et fit signe au vieux borgne de le porter au commandant. Tout ce manège laissa les sauvages interloqués. Ils assistèrent au voyage du message plié, virent le commandant l'ouvrir, en parcourir la teneur, en remuant les lèvres et adresser un regard de connivence au savant. À la suite de quoi, il donna l'ordre de rembarquer en tenant les sauvages en joue. La gorge nouée, je vis les matelots donner 3 coups de rame pour s'éloigner du rivage. Ils nous abandonnaient. Louis-Antoine de Carteris, debout à la poupe, se tourna vers Corvadoro, jurant dans ses mains en porte-voix qu'il reviendrait nous chercher avec le Neptune et ses canons. Fin du chapitre 6. Angèle l'Indien blanc de François Place. Et merci. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci, au revoir.